Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Nous avons aujourd'hui l'immense privilège de recevoir ici dans les locaux du Centre César Nayel un patriarche. Pour moi, c'est un patriarche, c'est une icône, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect parce que je considère que c'est une personne immensément ressource en ce qui concerne la question du handicap au Cameroun. J'ai le plaisir et le privilège de vous présenter ici sur ce plateau Monsieur, Monsieur Coco Bertin Moa. Oui. Bonjour. Bonjour Aminatou, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous qui nous regardent, tous qui nous écoutent. Et c'était un plaisir d'être ton invité ce matin. Waouh, le plaisir est le mien également. Et avec toi, on va parcourir quelques questions personnelles et générales. Oui. On va parler de qui tu es, ton histoire avec le handicap, où est-ce que ça commence, est-ce que tu as pu faire des études, est-ce que tu as pu avoir une vie de famille. Après ça, on va brièvement, autant que ce sera possible, rentrer dans le vaste univers de tes réalisations et de tes combats. Comment est-ce que tu as réussi à transformer tes faiblesses en force. On parlera également de tout ce que tu as pu mettre en place dans le cadre du monde des malvoyants, auquel tu appartiens d'abord avant d'être dans celui du handicap en général, parce que je note ici que Coco Bertin n'est pas resté fermé dans le monde des malvoyants, il est allé voir au-delà pour tendre la main également aux autres types de handicaps qui sont présents ici chez nous au Cameroun. On va parler également de l'avenir du handicap au Cameroun, notamment en ce qui concerne la question de l'inclusion, qui t'intéresse particulièrement, je le précise. Et on finira avec deux autres questions très intéressantes que je vous laisserai le soin de découvrir quand le moment sera venu. Parfait. Alors, qui est Coco Bertin? On va commencer par là. Alors, qui est Coco Bertin? Alors, je suis docteur Coco Bertin Moa. D'accord. Déficient visuel, comme vous l'avez remarqué. Je suis âgé de 57 ans. D'accord. Marié à une seule femme. Et j'ai la grâce d'avoir la plus belle femme du monde. Elle s'appelle Cécile. Wow. Nous sommes parents de 5 enfants. Wow, d'accord. Je suis directeur général du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, une organisation non gouvernementale, le CEJAC, et je suis un des fondateurs, et avec mon ami Martin Luther, qui va certainement nous suivre. Et au-delà de ça, je dirais que je suis entrepreneur social et artiste musicien. Wow. Donc voilà vraiment que de casquettes. Une petite présentation de ma modeste personne. D'accord. Là, j'ai retenu un détail qui est intéressant et avec lequel je vais rester, docteur Coco Bertin. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je me suis tellement habituée à l'appeler papa que j'en ai fini parfois par oublier ses autres casquettes. Alors, docteur. Tu sais, en famille, c'est parfois un peu difficile, hein? Mais bon, je crois que... Ok, pour ceux qui nous regardent, en tout cas, on va partir sur cela. Docteur Coco Bertin, quelle est ton histoire avec le handicap? À quel moment est-ce que ça commence? Je crois qu'il est possible que ça ait commencé quand j'étais encore dans le ventre de ma mère. Ok. Peut-être, peut-être. Toujours est-il que c'est à l'âge de 4 ans que maman va constater qu'elle a un enfant qui a un problème de vue. Alors, maman est assise devant la véranda à la maison et moi, je suis en train de jouer au ballon avec mon grand frère Rostand. Et alors, à un moment, Rostand m'envoie le ballon et je tourne autour du ballon sans arriver vraiment à le toucher. Et maman qui observe la scène se rend compte qu'il doit avoir un problème. Et elle a constaté que je devais avoir un problème de vue. Elle a rassemblé ses forces et tout de suite m'a amené à l'hôpital. Et maman me raconte que quand elle arrive à l'hôpital, le médecin expatrié, c'est un médecin français à l'époque qui consultait, et le médecin va me regarder et va lui donner rendez-vous dans un mois ou quelque chose comme ça. Et quand elle revient à la suite des examens et tout, on lui explique que voilà, vous avez un enfant qui a un problème de vue, mais n'acceptez jamais qu'il soit opéré et sachez que le peu de vue qu'il a, la situation pourrait s'empirer quoi, en gros. Et donc maman rentre à la maison
Et quelques années plus tard, j'avais 15 ans, en 1981. Alors, je suis à la maison. J'avais pris pour habitude de garder les enfants du quartier. J'aimais beaucoup les enfants. Et donc, les parents venaient souvent me confier leurs enfants quand ils sortaient. Et ce soir-là, j'avais 3 enfants des voisins. Je m'occupais donc d'eux. Et subitement, j'ai commencé à sentir très, très mal aux yeux. J'avoue que je n'avais pas eu mal aux yeux par le passé. J'ai commencé à avoir très, très mal aux yeux. Une douleur vive. Très, très, une douleur vraiment vive. Je vais me coucher et après la douleur passe. Le lendemain matin, ça commence un jeudi, donc le vendredi, en soirée, la même chose se répète. Le samedi, vers la même heure, la même scène. Quand je me lève dimanche matin, je ne vois plus. Wow. Je suis condamné dans la geôle de la nuit. Mais je ne comprends pas tout de suite que c'est la cécité, puisqu'on n'avait pas rendez-vous. Donc, je me disais que, bon, peut-être après avoir lavé le visage, tout va rentrer dans l'ordre. Voilà, j'essaye, rien. J'essaie d'écarquer les yeux, de rapprocher la main au maximum. Je ne vois rien. Alors, maman qui faisait les beignets devant la maison, j'envoie lui dire qu'il se passe quelque chose. Alors, il faut dire qu'une semaine avant ça, il y a un marabout qui passait par le quartier et qui disait rendre la vue à l'aveugle le plus chronique. D'accord. Et ce jour-là, il y avait une rivière qui coulait derrière la maison. Donc, moi, j'étais allé à la rivière. J'avais pour habitude de creuser le sable dans la rivière que je vendais aux parents du quartier. Et donc, maman envoie me chercher. Et ma soeur Élise qui vient me chercher me dit, ben voilà, il y a quelqu'un qui va te soigner, qui va faire que tu vois, puisque j'étais déjà malvoyant. Alors, quand j'apprends que quelqu'un va venir, qu'il y a quelqu'un là qui va me soigner, je pourrais voir normalement, vous ne pouvez pas imaginer. Je me suis levé, j'ai fait un effort inimaginable, je cours en me disant que oh, c'est certainement l'heure de la délivrance. Quand j'arrive, Monsieur Kali, c'est comme ça que je l'ai appelé dans mon livre, c'est pas son vrai nom, bien évidemment, il me fait asseoir et il prend une contenance de vainqueur, il tape les mains, il me regarde. Très sûr de lui. Très sûr de lui. Et il me dit, il secoue la tête, il dit à ma maman, mais ça, c'est pas un problème. Ce problème n'en est pas un, ne vous inquiétez pas, j'ai la solution. Ça, c'est une semaine avant que j'ai mal aux yeux. Donc, quand j'ai mal aux yeux, pendant 3 jours, le dimanche matin, je me lève, je ne vois plus. Tout de suite, on a pensé au fameux Kali. On m'amène chez lui. Alors, ce monsieur, il nous donne de quoi écrire et demande de raconter toute l'histoire de ma cécité. Mon grand frère qui m'accompagnait va écrire et il commence à me mettre des trucs dans les yeux. Je peux vous dire qu'il semble que ce monsieur me mettait le piment rouge, ce qu'on appelle piment du village dans les yeux. Quand il me mettait son produit dans les yeux, j'avais une douleur. Je ne sais comment décrire la douleur. C'était une terrible douleur. Et comme j'avais tellement soif de voir, je supportais. J'ai supporté pendant un certain temps. Et un moment, j'ai dit à mes parents, je pense que je ne peux pas continuer à me faire torturer de la sorte. Donc, je ne voulais plus y aller. Il n'y avait pas forcément d'évolution. Et aucune évolution. Mais Kali avait dit qu'en 2 jours, il rendait la vue à l'aveugle le plus chronique. Mais moi, j'étais déjà à 3 semaines et il ne s'était absolument rien passé. Et je peux vous dire qu'il faisait sa publicité dans les médias. Je l'avais moi-même écouté à Radio Centre. Et on s'est rendu compte. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, quand je suis allé à l'Institut de réhabilitation pour aveugles de Boya, mais j'ai rencontré d'autres aveugles qui étaient passés entre les mains, qui avaient eu la même expérience. Donc, vous comprenez que sans aboutissement. Exactement, exactement. Donc, voilà comment j'ai perdu la vue. Et je peux vous dire que c'était très dur. À l'âge de 15 ans, ne plus voir. J'ai pensé à tout. J'ai pensé au suicide. Mais c'est juste un instrument pour parvenir à ce but qui m'a manqué. Et finalement, je me suis résigné. Je suis resté à la maison, enfermé. Voilà mon histoire avec la cécité. Merci de la partager avec nous. Mais je crois que ça a été finalement plus que de la résignation. Je crois que tu es rentré dans la résilience parce que tu as réussi à utiliser, à partir de cette faiblesse-là pour faire de grandes choses. Est-ce que tu as pu faire des études rapidement, fonder une famille aussi? Oui, disons fonder une famille, tu nous l'as dit tout à l'heure dans la présentation. Oui, mais disons qu'en termes d'études, je vais vous raconter une autre histoire. C'est que quand je suis tout petit, à l'âge d'aller à l'école, maman avait déjà constaté que j'avais des problèmes de vue. Et
c'est dans le département du Haut-Cam à l'ouest que je devais faire mes premiers pas à l'école. Je vivais avec ma tante. J'allais à l'école, mais je ne voyais pas au tableau. Je ne voyais pas assez, donc je ne pouvais pas lire ce qui était écrit au tableau. Donc, je passais mon temps à m'amuser avec mon ardoise, je faisais des lignes brisées, je ne voyais pas au tableau. Alors, 2 ans après, mes parents m'ont repris à Yaoundé parce que mes parents vivent à Yaoundé. Et quand j'arrive à Yaoundé, je suis âgé de 8 ans. Et à l'époque, on ne pouvait pas m'admettre en classe de CIL, le cours d'initiation à la lecture. Il fallait avoir 6 ans. Or, moi, j'en avais déjà 8. Avec l'aide d'une voisine, les parents vont trouver un moyen peu recommandable pour m'inscrire à l'école. On va prendre l'acte de mon frère cadet et moi, je vais donc répondre au nom de mon frère cadet en allant à l'école parce que lui, il a 2 ans de moins que moi. C'est donc comme ça que je suis inscrit à l'école des sources à Yaoundé, où je vais à l'école. Et à l'école, comme je vous expliquais, je ne voyais pas au tableau. Mais j'ai eu la grâce d'être assis sur un même banc que un certain patient. Patient et moi, on s'entendait bien. J'étais un peu plus intelligent que patient. Et donc, ce que patient faisait, lui, il avait pour la charge de me dire ce qui était écrit au tableau. Et moi, j'avais la charge de faire des exercices. Comme un interprète. Voilà. Mais moi, je faisais les exercices pour les deux. C'est-à-dire que j'étais un peu plus intelligent. Je savais que 2 plus 2 égale 4. Lui, il avait du mal à comprendre que 2 plus 2 égale 4. C'était comme une donc, en compensation, voilà, c'est ça, on se complétait. Et tiens-toi bien, Amina, j'ai poursuivi des études jusqu'en classe de CM1 avec patient. Et je crois que nos enseignants ne s'étaient même jamais rendus compte que j'étais un enfant déficient visuel. Et quand on arrive au cours moyen 1, le maître du cours moyen 1, M. Barthélemy, avait pour habitude de mettre un garçon entre deux ou l'inverse. Donc, c'est pas les élèves qui choisissaient leur place comme par le passé. Et du coup, je suis séparé de mon ami. Complètement cassé. Ça a cassé votre deal. Complètement. Et donc là, j'ai commencé à avoir des difficultés. Une autre difficulté supplémentaire, c'est que je voyais moins bien qu'avant. Donc la vue avait connu c'était dégradant de toute façon. Voilà, c'était davantage dégradé. Et une autre difficulté encore, on avait changé les livres qui étaient utilisés à l'époque. Donc, on utilisait par le passé le livre Mamadou et Bineta. Et donc, quand j'arrive au CM1, on utilisait lecture et expression vivante au Cameroun. Or, les caractères de Mamadou et Bineta étaient assez gros, j'arrivais à me débrouiller à lire. Mais avec la lecture et expression vivante au Cameroun, je ne pouvais pas lire. Donc, c'était compliqué. Maintenant, le parcours entre la maison et l'école, c'était compliqué. Parfois, les voitures menaçaient de m'écraser. Surtout que la vision était avait baissé. Complètement dégradante. C'est ça. Et c'est ainsi que, finalement, j'ai abandonné l'école contre ma volonté. Ça a même été difficile pour les parents. Par la force des choses. Voilà, par la force des choses. Je vais abandonner donc l'école en classe de CM1. Je reste à la maison. De temps en temps, je vais accompagner mon papa. Mon papa qui était camionneur, je l'accompagne au travail. Il avait un camion, il faisait le transport des poteaux, des piquets, des parpaings, enfin des déménagements, des choses comme ça. Donc de temps en temps, pour ne pas me laisser m'ennuyer à l'école, à la maison, pardon. Et tu étais déscolarisé. Voilà, c'est ça. Il m'amenait avec lui. Et plus tard, je vais découvrir le Rehabilitation Institute for the Blind de Buea. En 1984. Je suis donc admis dans cette école et là-bas, je rencontre d'autres personnes non-voyantes comme moi. Ce qui va quand même me consoler de voir que je n'étais pas le seul du monde. Après 2 années de formation, je fais une formation professionnelle là-bas. D'accord. Et après 2 années de formation, je suis donc retourné à Yaoundé pour créer le Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun avec mon ami Martin Luther. Et en parlant d'études, je dois dire que pendant beaucoup d'années, je me suis contenté donc de cette formation professionnelle. Après, j'ai commencé à faire des cours par correspondance au Hadley School for the Blind de Paris. Je faisais des cours par correspondance. Et j'avais aussi des répétiteurs qui venaient à la maison me donner des cours de mathématiques, de sciences. J'avais tellement soif d'apprendre que le peu d'argent que je pouvais avoir, j'investissais, n'est-ce pas, dans ma formation pour que les gens viennent. Voilà. Et c'est donc comme ça que j'ai évolué. J'aimais beaucoup la lecture. J'avais toujours un ouvrage en braille. En braille. Et finalement, mon histoire avec l'école est très longue. Mais je dois dire que, faut dire que ça continue. en 2015, j'ai voulu beaucoup plus
me rendre compte des difficultés que les personnes non-voyantes ont à participer aux examens, notamment le BEPC. Donc, j'ai décidé de m'inscrire, voilà, oui, parce que on fait des transcriptions lors des examens officiels pour les personnes non-voyantes et il y a souvent pas mal de difficultés. Donc, j'avais décidé de m'inscrire pour me rendre compte des difficultés dont mes protégés se plaignent habituellement. C'est ainsi que je me suis inscrit, je suis allé présenter l'examen. Quand je suis allé, compte tenu de mon âge, on croyait que je venais superviser, mais je suis venu, j'ai participé. Finalement, j'étais reçu au BEPC. Waouh, ça voilà. Mérite des acclamations. J'avais 49 ans à l'époque et finalement, j'ai pris goût. J'ai poursuivi des études et j'ai eu une licence en management des projets. Wow. Et puis, en 2022, j'ai soutenu un premier mémoire en management des projets. J'ai travaillé sur le management inclusif. Wow. Et puis, un deuxième mémoire en février 2023 sur l'inclusion en éducation. Et donc là, je poursuis mes études à Institute University où je prépare une thèse. Je vais travailler sur, je vais analyser les facteurs qui déterminent la réussite de l'éducation inclusive en Afrique subsaharienne et notamment le cas du Cameroun. Wow, magnifique. Voilà mon parcours scolaire. Il est un peu long, j'ai essayé de l'abréger. Ah, il est inspirant, ça fait du bien d'écouter ces choses et je crois que une personne qui nous écoute, même un parent d'enfant à besoin spécifique qui nous écoute, peut être encouragé déjà de croire que c'est possible et même de booster son enfant, sa progéniture et même un adulte, pourquoi pas, puisque exact. Toi, tu n'as pas été freiné par tes limites, tu as décidé de les étendre. Et c'est justement de ça dont on va parler brièvement maintenant, de comment est-ce que tu as réussi à maximiser sur ton potentiel, comment tu as réussi à utiliser ces faiblesses pour en faire des forces. Tu nous as dit déjà que tu as été cofondateur du CEJAR. C'est ça. Le Cercle des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, qu'on ne présente plus. Oui. Qui a d'ailleurs une école. Parle-nous de l'institution en elle-même à Yaoundé. Bon, disons que c'est le club des jeunes aveugles. Le club, d'accord. Les journalistes aiment toujours dire cercle. C'est le club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Donc, c'est une organisation non gouvernementale qui a en son sein une école primaire bilingue inclusive dénommée Louis Braille. Cette école qui a démarré en 2004, ça fait 20 ans aujourd'hui. Elle a démarré en 2004 avec 16 élèves, dont 4 déficients visuels et 12 voyants. Au départ, nous n'accueillons que les enfants déficients visuels et des enfants sans handicap. Mais avec le temps, ça s'est élargi. Exactement. Donc, l'année d'après, on est passé de 16 à 89 élèves, de 89 à 138, et actuellement, l'école compte 385 élèves. Parce que la demande est grande. La demande est très, très grande. Et en 2011, nous avons ouvert l'école à d'autres types de handicaps. En ce moment, sur les 385, on a à peu près une centaine qui est constituée de ce qu'on appelle les enfants à besoins éducatifs spéciaux. Parmi ceux-ci, nous avons les déficients visuels, nous avons les enfants handicapés moteurs, nous avons les autistes, nous avons les malentendants, nous avons les enfants polyhandicapés. Voilà. Et en gros, c'est ça, on a les dyslexiques et autres, quoi. Voilà. Tout cet ensemble de troubles qui sont souvent parallèles ou alors spécifiques à certains enfants. Et parle-nous également de l'école de formation. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est ça. Il y a donc effectivement cette école primaire. On a aussi une école normale des instituteurs d'enseignement général, communément appelée ENIEJ, qui compte actuellement 85 élèves maîtres. Et nous avons un centre multimédia inclusif pour la formation en informatique. Wow. Et depuis quelques semaines seulement, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle nous a accordé l'agrément pour créer l'Institut de formation professionnelle inclusif dénommé Coco Bertin. Et donc, cet institut va commencer à fonctionner dans les prochains mois et va offrir différents types de formations à ces apprenants. On va former les assistants sociaux. On va également former
des agriculteurs. Il y a l'éducation inclusive. Une formation effectivement en éducation bureautique. inclusive, bureautique. Montage et gestion des projets. Exactement. Tout un éventail de formations. Ok, la rentrée, c'est le 15 avril exactement. 2024. Tout à fait. 12 mois de formation. Ça se passera dans le siège, je crois le bien. Siège du CEJAC à Yaoundé, au quartier Equié, tout à fait. D'accord. Vous pouvez, si vous êtes intéressé, contacter le CEJAC via son adresse électronique CEJAC, CJARC 2006 @yahoo.fr. Tout à fait. Voilà. Maintenant, parlons un peu de comment est-ce que tu vois l'avenir du handicap au Cameroun. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que l'inclusion a des chances de se mettre en place chez nous? Je dois dire que de plus en plus, on voit quand même que l'inclusion prend corps au Cameroun. Il y a beaucoup d'efforts. Déjà au niveau étatique, il y a beaucoup d'efforts. On voit que en 2012, le ministère de l'Éducation de base a créé dans un premier temps un service de l'éducation inclusive. Et en 2015, le ministère a érigé 70 écoles en écoles inclusives. Donc, il y a eu une certaine évolution. On a déjà près de 400 écoles inclusives sur le territoire national. Même si elles ne fonctionnent pas à plein régime, c'est déjà existant. Il y a des efforts à faire pour les équiper, pour les faire tourner. Mais il y a déjà pour former les enseignants et les équiper même en matériel didactique. Donc, il y a un effort à faire, mais il y a déjà ce pas qui est franchi, le fait d'avoir transformé ces écoles, près de 400, donc dans tous les arrondissements. Il y a comme un décor qui se plante en fait. Voilà. Maintenant, il faut y aller de manière pratique et c'est ça. C'est ça. Donc, et puis, le gouvernement camerounais est en train d'adopter la politique nationale de l'éducation inclusive, ce qui n'existait pas avant. J'ai moi-même eu l'honneur de participer aux travaux, aux travaux de relecture, de conception même de cette politique. Voilà. Donc, on aura certainement dans les prochains mois une politique nationale de l'éducation inclusive au Cameroun pour dire que ça évolue. Au niveau du ministère des Affaires sociales, on se rend compte que beaucoup de projets évoluent de manière inclusive. Il y a cette préoccupation de l'inclusion dans notre société en général. Le secteur privé, n'est-ce pas, est d'ailleurs la locomotive de l'inclusion au Cameroun. On trouve plusieurs écoles privées qui sont inclusives. Donc, il y a un effort qui est fait. Visible. Voilà, il y a un effort qui est effectivement visible. Effectivement, il faut reconnaître aussi qu'il y a encore il y a encore pas mal de choses à faire. Il y a cet effort, il y a un travail de sensibilisation qui se fait même au niveau des médias. On va voir que on parle de plus en plus de l'inclusion. Mais il faut dire que l'inclusion, c'est un apprentissage. Il faut le reconnaître. Nous sommes à nos balbutiements, mais progressivement, les choses évoluent, les choses s'améliorent. Vous avez au niveau des universités, n'est-ce pas, des facultés de sciences de l'éducation qui sont ouvertes dans plusieurs universités. Qui permettent d'équiper quand même des personnes qui pourront servir dans ce Exactement. Donc, globalement, on peut dire que des efforts sont faits de part et d'autre. Mais j'aime justement le dernier point que tu évoques parce que je crois profondément que l'équipement et la formation sont essentiels pour permettre à l'inclusion de prendre corps et de bien s'enraciner, d'être concrète et de profiter vraiment à ces familles dont les enfants en ont besoin. Alors, il faut dire que moi, je peux résumer l'inclusion en 3 choses essentielles. Il y a l'environnement qui doit être accessible. Vous ne pouvez pas parler d'inclusion, vous allez dans une école où c'est des escaliers, il faut aller au 15e étage. Et ce n'est juste pas possible pour quelqu'un qui est handicapé moteur. C'est pas possible. Parfois, c'est des rigoles partout, les enfants sont exposés. Non. Donc, il y a le facteur environnement, accessibilité. L'environnement doit être accessible. C'est très important. Les enseignants doivent être formés. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est d'ailleurs là-dessus que j'ai écrit mon premier livre, les représentations sociales des acteurs. Vous ne pouvez pas aller dans une école où les enseignants rejettent les enfants handicapés, peut-être à cause de leur difformité. Il y a l'acceptation. Qui n'acceptent pas. L'enseignant est le premier à avoir peur d'être contaminé par l'enfant. Non. Donc, les enseignants doivent être formés, non seulement par rapport au regard qu'ils ont sur la personne handicapée, mais par rapport au contenu de la formation. Comment
encadrer les personnes handicapées dans un environnement inclusif. Ça, c'est très important. Et vous l'avez dit, il y a l'équipement. Il y a l'équipement. Si un enfant déficient visuel, par exemple, va à l'école, il n'a ni tablette ni poinçon. J'ai fait cette expérience dans une école du sud du Cameroun. J'étais en tournée et j'ai organisé une cérémonie et une dame est venue. Elle était à l'école inclusive de la ville en question. Elle est venue avec quelques déficients visuels, mais ils ne connaissent pas le braille. Ils n'ont aucun équipement pour écrire le braille. Ils sont on dit en quand même milieu que l'école éducatif, mais en réalité, rien ne se passe. Mais rien ne se passe. On dit que l'école est inclusive, mais en quoi est-elle inclusive si un enfant déficient visuel n'a pas de tablette braille? C'est pas possible. Il faut l'équipement adapté en fonction des types de handicap. Voilà. Donc ça, c'est très important. C'est comme ça qu'on peut résumer les choses importantes. Maintenant, on peut ajouter le matériel technologique, la nécessité de donner aux parents la formation initiale et continue. Voilà. Mais tout cela peut se résumer en 3 choses. L'environnement qui doit être accessible, le matériel didactique qui doit être adapté selon les types de handicap et les enseignants qui doivent être bien préparés, bien formés. C'est ça. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais de ton livre. On ne va pas finir sans parler de cela. Voilà, tu as écrit un livre magnifique. À la poursuite d'un rêve. Oui. À la poursuite d'un rêve, c'est pour dire quoi? Alors, à la poursuite d'un rêve, c'est une autobiographie pour raconter mon histoire. D'accord. Parce qu'à un moment, j'avais été malade. Et je voyais que j'étais en train de partir. Je croyais que je ne m'en sortirais pas. J'étais en train de partir sans réaliser un de mes plus grands rêves qui était de laisser le témoignage de mon histoire avec le Seigneur Jésus. Et donc finalement, à la poursuite d'un rêve, c'était un livre qui raconte les 6 continents dans lesquels je suis né. Je suis pas né comme tous les autres enfants. Et qui raconte comment je suis né, comment j'ai perdu la vue, comment j'ai pu surmonter le handicap, comment j'ai rencontré le Seigneur, comment j'ai pu mettre en place tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est un peu ça à la poursuite d'un rêve qui est d'ailleurs mon tout premier livre. Tu parles de tout premier parce qu'il n'est pas le seul, justement. Oui. Il y a cet autre livre que tu nous as apporté, Représentation sociale des acteurs et inclusion scolaire des apprenants à besoins éducatifs spéciaux de l'école publique pilote inclusive d'application de Yaoundé. Oui, alors en fait, ce deuxième livre est ce dont on parlait tout à l'heure, un livre que j'ai écrit sur l'éducation inclusive dans le cadre de mes études. Lorsque j'ai soutenu un mémoire de master, je me suis servi un peu de ce mémoire pour publier ce deuxième ouvrage. Et je crois que pour un parent qui veut mieux comprendre l'éducation inclusive, il peut le lire. J'ai travaillé sur le cas de l'école pilote inclusive d'application de Yaoundé. De Kondongo, voilà, plus précisément de Yaoundé, effectivement, mais en Kondongo. Et je crois que c'est un outil qui peut être utile à ceux qui s'intéressent aux questions d'inclusion. Et je vais poursuivre en thèse dans le même domaine. Je suis actuellement en train de faire des recherches dans des écoles pour pouvoir écrire une thèse qui pourra servir, être comme un référentiel de l'éducation inclusive dans notre pays. On a hâte. on a hâte. En tout cas, moi, j'ai hâte. Je ne sais pas pour vous qui nous regardez, mais en tout cas, moi, j'ai hâte. Avant de passer au dernier point, où est-ce que c'est possible d'avoir des livres? Alors, le livre, pour le moment, on peut l'avoir à la maison d'édition Mon Ange. On peut également l'avoir à travers le Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. À Ekié? À Ekié, à Yaoundé, au quartier Ekié. Bien évidemment qu'on peut contacter Aminato qui fera suivre la commande. D'accord. Ça, c'est magnifique. Si vous aimez la lecture comme moi, je vous propose de ne pas vous priver de chercher à lire ce livre. Alors, dans ta présentation du contenu du livre tout à l'heure, tu as parlé de la foi, de ta rencontre avec le Seigneur. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand je perds la vue, j'ai envie de me suicider parce que je ne comprends pas comment à l'âge de 15 ans, on peut ne plus voir. Donc ça a été très très dur pour moi. Je vivais abandonné à la maison et tout. Et un jour, j'ai eu l'occasion d'être invité à une réunion chrétienne. C'était au Centre national de l'évangélisation, situé à Yaoundé, au quartier Touamouki. Quand j'arrive à cette réunion,
Il y a un prédicateur qui se lève un moment et qui parle de l'amour de Dieu. Mais je suis étonné parce que quand il parle de l'amour de Dieu, c'est un peu comme s'il racontait mon histoire. Quelqu'un qui a rejeté Dieu, qui ne tient pas compte de Dieu, qui croit que tout est perdu. Je dis, mais qui a raconté mon histoire à ce monsieur? Et donc, à la fin de sa prédication, il dit, mais ceux qui voudraient donner leur vie au Seigneur, vraiment qu'ils se lèvent, on va prier pour eux. Nous sommes là en 1985. Et je peux vous dire que je me suis levé seulement d'un bond parce que j'avais compris la nécessité de donner ma vie au Seigneur Jésus. On a prié, j'ai invité le Seigneur Jésus dans ma vie et je crois que c'est vraiment de là que tout ce que je suis devenu aujourd'hui est parti. Le Seigneur a radicalement changé ma vie, a fait de moi vraiment toute une autre personne, m'a donné envie de parler de lui autour de moi et tout. Et je crois que c'est vraiment auprès de lui que je puise la force nécessaire, n'est-ce pas, pour faire ce que je fais, pour être ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Du coup, qu'est-ce que tu dirais à un parent qui a un enfant avec handicap et qui justement, parce que quand tu écoutes les gens et quand tu parcours les débats sur les réseaux sociaux, il y a souvent cette question de mettre en parallèle la foi et le handicap. Le handicap étant considéré comme une chose difficile que l'on vit sur la terre et qui serait pour certains la preuve que Dieu ne nous aime pas. Aïe, aïe, aïe. Mais vous posez une question, Amina, tu poses une question magnifique. Et je vais te répondre en te racontant une petite histoire. Et cette histoire est mienne. D'accord. C'est qu'en fait, quand je deviens chrétien, les chrétiens qui m'entouraient priaient pour moi. Et ils se sont dit, maintenant que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, la prochaine chose doit être que Dieu ouvre mes yeux. S'il a fait le miracle de venir habiter dans mon cœur, il devrait ouvrir mes yeux. Et on ne priait que pour ça. À toutes les réunions chrétiennes où j'allais, on priait pour moi. Avec enthousiasme. Quelqu'un m'a dit, Dieu m'a dit que c'est le moment. On se rassemble, on jeûne, on prie. Il ne se passe rien. Alors, un moment, ce serait très long de tout vous raconter. Mais sachez que... Je pense qu'on va refaire ça. Oui. Alors, un jour, j'en avais marre. Entre-temps, j'avais reçu une Bible de la mission évangélique Braille en Suisse. Wow. Et quand je lis la Bible, je vois les choses que le Seigneur Jésus faisait. Et je lis même que dans Jean 14, verset 12, il dit que vous ferez des miracles que je fais. Vous en ferez même plus. Oui. Je dis, mais comment? J'ai donc écrit au frère qui m'avait envoyé la Bible, là. Il s'appelle Alain Décopé. Je dis, frère, c'est toi-même qui m'as envoyé la Bible. Voilà les choses que je lis dans la Bible. Des chrétiens, ont prié pour moi. On a jeûné, prié, fait toutes sortes de prières. Qu'est-ce qui ne marche pas? Lier les démons de ces cités, on les envoie dans les marigots, on les envoie. Mais il ne se passe rien. J'ai investi ma foi, il y a quoi? Est-ce que ça veut dire que mon engagement spirituel là n'est pas sérieux? Alors Amina, Alain m'a fait une lettre que j'ai appelée, et puis tellement elle était longue, une longue lettre en braille, pour me dire, notre travail c'est de prier, mais les résultats nous les laissons à Dieu. C'est Dieu qui choisit. Il m'a dit, à l'occasion, j'ai su qu'il était lui-même malvoyant. Je communiquais avec lui, mais je n'avais jamais su qu'il était lui-même ne l'avait pas mentionné. Oui, il me dit, voilà ce que la Bible dit dans l'épître de Jacques. Si quelqu'un est malade, qu'on prie, qu'on lui fasse une onction d'huile et qu'on laisse les résultats à Dieu. Il me donne son témoignage, il dit que c'est ce qui s'est passé pour lui. Il a prié et il a laissé les résultats à Dieu. Dieu a choisi de ne pas ouvrir. Il est Dieu. Le dernier mot. Moi, j'ai la certitude qu'il est Dieu et que seulement en un clin d'œil, il peut... Parce que rien ne lui est impossible, en fait. C'est ça, c'est ça. Mais s'il choisit de nous laisser dans cette situation-là, est-ce que nous allons lutter avec Dieu? Job a bagarré avec Dieu, Israël ou encore Jacob a bagarré avec Dieu, mais nous savons que la victoire est à lui. Et surtout qu'il a des plans qui ne correspondent pas forcément à ce que nous on a prévu et qui sont au-dessus. Alors moi je dis souvent que parfois on attend que Dieu entre par la porte, lui il passe par la fenêtre. Quand tu l'attends par la fenêtre, il passe par le plafond. Tu l'attends par le plafond, il passe par le mur parce qu'il est Dieu. Il n'a pas besoin de passer nécessairement par une porte. Donc pour dire que vraiment c'est Dieu, nous devons seulement laisser le Seigneur agir comme il veut. Le plus important pour nous, c'est de prier, c'est d'être dans la volonté de Dieu, c'est de nous laisser conduire par le Seigneur.
Alors, qu'est-ce que je dirais à un parent? Je dirais que nous ne choisissons pas. Moi, si j'avais à choisir, je n'aurais pas choisi d'être déficient visuel. Et je suis convaincu, je l'ai d'ailleurs dit dans une de mes chansons, que si mon père savait qu'en épousant ma maman, ils donneraient ensemble un enfant non-voyant, il n'aurait pas choisi d'épouser ma mère. Même chose pour mon père. Et d'ailleurs, si moi-même, Dieu m'avait consulté avant de m'envoyer sur la terre et me faisait savoir que je serais un jour aveugle, je n'aurais pas accepté de venir dans ce monde. Et pourtant, Dieu lui a voulu que ce soit comme ça. Et il se sert de moi comme il veut. Cela signifie que aucun parent ne choisit, aucun enfant ne choisit. Si ça se passe comme ça se passe, nous nous disons que le Seigneur a voulu que ce soit comme ça et on laisse le Seigneur faire. Tout ce que nous faisons, c'est de lui demander la force et la sagesse pour agir, pour marcher avec lui et être constamment dans sa volonté. Oh là là, j'aime trop cette chute. Alors j'aime particulièrement ta dernière phrase et c'est avec elle qu'on va sortir de ces moments. Un parent qui vit face au handicap de son enfant et qui se sent perdu, tu dis la meilleure chose à faire, c'est d'accepter et de se disposer à faire la volonté de Dieu. Exactement. Parce que finalement, c'est ça qui est important. C'est ça. On se rappelle bien que Jésus va dire dans Matthieu 7 que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans son royaume, mais c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Exactement. Quelle est la volonté de Dieu pour vous qui nous écoutez? Quelle est la volonté de Dieu pour vos parents avec un enfant à besoin spécifique? Parce que vous ne savez pas toujours pourquoi Dieu a permis que ce soit ainsi. Il est important de tendre l'oreille, de l'écouter pour savoir quels sont ses projets et ses programmes avec et au travers de votre enfant ou de vous-même. Exact. Oh là là, ça a été un plaisir immense de te recevoir ici. Aminatou. Je suis sûre qu'on a fait plus de temps que c'était prévu, mais c'est avec beaucoup de choix. Un dernier mot de ta part. Un dernier mot, je voudrais rappeler que dans l'évangile de Jean au chapitre 9, les gens se disaient que l'aveugle avait tellement péché que ça, voilà. Et les gens ont d'ailleurs eu l'occasion de me dire, de me tenir de tels propos. Tu as tout entendu. Mais Jésus a montré que c'était pour que sa volonté s'accomplisse en lui. Et comme on disait tout à l'heure, et que la gloire de Dieu se manifeste. Que la gloire de Dieu se manifeste. Sachez que la gloire de Dieu peut se manifester dans la plus grande faiblesse, dans ce que l'homme, l'être humain, ne peut pas comprendre. Parce qu'on peut se demander comment la gloire de Dieu peut se manifester en quelqu'un qui ne voit pas. Mais lui, on a vu comment la gloire de Dieu s'est manifestée. Et la guérison de cet aveugle a créé une forme d'évangélisation. Tout à fait. Et cette guérison n'est pas toujours physique. Dieu peut nous guérir d'une manière ou d'une autre. Et nous avons dit que nous laissons les résultats au Seigneur. Laissons le Seigneur agir. Continuons à marcher avec lui. Appuyons-nous sur lui et laissons-le faire. Merci beaucoup. Et encore, quand tu parles de gloire, quand on parle de gloire de Dieu, généralement, quand on voit gloire, nous, on se fait une idée de la gloire par rapport à ce que nous voulons. Par exemple, pour ton histoire et ton parcours, est-ce que on va dire que la gloire de Dieu ne s'est pas manifestée parce que tu n'as pas recouvré la vue? Non. Non, je crois que Dieu a illuminé les yeux de mon cœur pour le voir, pour voir sa gloire, pour agir. Il a fait de toi un serviteur. Pourtant, aujourd'hui, je suis toujours dans la cécité. Et oui, et très efficace entre les mains de Dieu. C'est ça. La gloire de Dieu, on choisit pas de la voir comme nous on veut. On cherche à avoir le regard de Dieu. Et la définition qu'il a de la gloire. Moi, je considère que ta vie, elle est glorieuse parce que tu es devenu un berger pour beaucoup de malvoyants. En fait, gloire à Dieu. Je dirais même pour tous ceux du Cameroun. En fait, tu es leur père, tu es un patriarche. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit dans ton histoire par rapport à comment, très jeune, tu étais celui à qui on laissait des enfants. Je pense que c'était un signe de ce que tu allais devenir, tout à fait. C'est une image, pour moi, elle est très forte, de ce que tu allais devenir le père d'une multitude, et c'est ce que tu es. Et pour moi, ça, c'est la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Papa Coco. Merci, docteur. Merci, Amina. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Ça a été un grand plaisir de participer à ton émission. Je suis très honorée. Je pense que rien qu'avec ce qu'on a partagé, on pourra faire un découpage et plusieurs vidéos très inspirantes. C'est vrai. Merci à vous également de nous avoir écoutés, d'avoir pris de votre temps pour nous suivre pendant ces minutes précieuses et enrichissantes. Vous êtes ici au Centre César Naël. Nous nous occupons d'accueillir, d'écouter, de soutenir et d'accompagner des familles qui ont en leur sein
des enfants à besoins spécifiques, des enfants avec un quelconque handicap. Nous nous occupons aussi d'accompagner les mères qui traversent des situations de détresse ou toute autre situation difficile, parce que avec Dieu, rien n'est impossible, mais surtout selon sa volonté. Je suis Aminatou Badjuga et j'ai été très heureuse de faire cet entretien avec le docteur Coco Bertin Moa, avec qui, ensemble, nous vous disons à la prochaine. Merci et à la prochaine. Au revoir.